Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Heureux d'être là. Et en même temps, je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression que moi, j'apprends beaucoup en vous apprenant pas grand-chose. Et bon, dans cet esprit, je vous invite d'assister à mon apprentissage et mes raisonnements qui s'accordent un peu sur ce qu'il a dit Franck Ramu auparavant. Et parce que voilà, je veux regarder cette entité de la dyscalculie. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on la définit? Là, c'est la définition qui se trouve dans le DSM-5, que vous connaissez mieux que moi. Donc, des troubles spécifiques d'apprentissage en mathématiques, c'est des difficultés persistantes, donc plus de 6 mois, malgré la mise en place de mesures ciblant des difficultés, et les compétences scolaires nettement au-dessous du niveau escompté pour l'âge chronologique du sujet. Des difficultés d'apprentissage débutent au cours de la scolarité. Oui, parce que c'est là où on se rend compte. Mais bon, peut-être ça commence plus tôt. Et des difficultés d'apprentissage ne s'expliquent pas mieux par d'autres origines possibles, telles qu'une déficience intellectuelle au sens réel. Voilà, on a déjà entendu tout ça. Et en pratique, on a aussi entendu ça. On se pose la question, mais comment on a défini la dyscalculie? Donc là, c'est ce qu'on fait actuellement. On a des compétences mathématiques dans la population. La moyenne, c'est 0. Voilà. Et autour de la moyenne, il y a beaucoup de gens. Et dès qu'on s'approche des extrêmes, il y a moins de gens. Et à partir d'un certain seuil, on dit que là, on a une catégorie différente. On les appelle les dyscalculiques. Bon, peut-être c'est pas juste, peut-être c'est juste. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une catégorie en soi ou est-ce que c'est quelque chose de dimensionnel? Parce que si on dit ça, ça a des implications théoriques. Par exemple, on dit que déjà, les compétences mathématiques, c'est une dimension. Bon, peut-être pour la lecture, c'est déjà pas le cas. On a entendu, il y a des compétences phonologiques, on a aussi des compétences visuo-attentionnelles, mais encore plus, c'est encore moins le cas pour les mathématiques, c'est pas une compétence unidimensionnelle. Et lorsqu'on définit les dyscalculies comme ça, on a souvent en tête que c'est un déficit fondamental, un core déficit. J'ai jamais compris comment ça se traduit en français, peut-être des déficiences, des connaissances précoces. Voilà, un core déficit. Donc, une cause spécifique à un domaine de la condition numérique. Mais on peut se dire que il y a peut-être d'autres dimensions, et peut-être Marie-Pascale Noël va en parler plus, telles que la sensibilité aux interférences. C'est que lorsqu'on apprend quelque chose, ça va peut-être interférer avec ce qu'on apprend plus tard. Un exemple très marqué dans le domaine de mathématiques, c'est le whole number bias, donc le biais des nombres entiers. Nous apprenons tous les nombres de 1 à infini, même des nombres négatifs. Et lorsqu'on apprend les ratios, les fractions, là, on a souvent un biais que les nombres plus grands, ça nous amène à des quantités plus grandes. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il y a des interférences qui sont orthogonales à des compétences mathématiques ou pas. Mais là, déjà, c'est beaucoup plus difficile de placer un enfant parce que là, maintenant, on est dans un espace deux-dimensionnel. Et en plus, on a peut-être des facteurs qui sont importants, qui vont au-delà, qui transpercent tous les domaines. Et on a entendu les compétences visuo-attentionnelles, et moi aussi, c'est un peu mon idée que les compétences attentionnelles, ça joue aussi dans la condition mathématique. Mais là, on a comme par exemple des facteurs généraux du domaine, et le problème, ou un problème principal avec les approches unidimensionnelles ou spécifiques à un domaine, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer les comorbidités. On a entendu déjà aussi souvent, et vous savez mieux que moi, quelqu'un avec une dyscalculie, c'est rare. Souvent, il y a des comorbidités telles que la dyscalculie, TDAH, c'est ça en français, c'est ça, ou d'autres. Et les théories qu'on a, telles que le core déficit, ils ne peuvent pas expliquer des comorbidités, parce que c'est un déficit qui
concerne un domaine, les mathématiques, et pas d'autres. Donc si c'est ça qui est déficient, pourquoi on a une comorbidité? Donc là, on tape dans un problème que je n'ai pas encore vu résolu dans les autres propos que j'ai vus, parce que je regarde les théories de la dyslexie et je ne retrouve pas comment ça pourrait expliquer les comorbidités en mathématiques. Bon, on a un problème là. Et c'est peut-être là dans les domaines généraux qui transpercent tous les domaines, tels que le mémoire de travail, par exemple, où on trouve ce facteur commun. Mais on ne sait pas. Pardon. Donc, on peut modéliser tout ça, très simpliste, sur plusieurs formes de modèles. Là, c'est un modèle de déficit additif pour les enfants qui ont des comorbidités de dyscalculie et dyslexie. On dirait que, bon, peut-être ces enfants, ils sont peu chanceux, ils ont des déficiences dans les deux modules, un module qui est spécifique aux mathématiques et un deuxième spécifique à la lecture. Attentionnel, phonologique, on ne sait pas. Donc, peu de chance, il a les deux. Un autre modèle, ça serait peut-être qu'il y a un facteur commun qui explique les deux, tel que la phonologie, un déficit phonologique qui expliquerait pourquoi l'enfant n'arrive pas à extraire les informations des énoncés en forme de texte parce qu'il n'arrive pas à lire. Bon, voilà, peut-être. Et troisième option, c'est les modèles facteurs généraux au domaine qui disent que bon, la dyscalculie et la dyslexie, ça revient d'une source commune telle que le mémoire de travail ou d'autres. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On est toujours à la recherche de cette entité de dyscalculie, dyslexie, et d'où ça vient, on essaie de comprendre, mais on n'arrive pas. Et j'ai vu toutes les présentations et je me suis dit, ouh là là, on a du retard dans notre domaine parce que j'ai vu tous les outils qui existent pour la dyslexie, qui sont mis ensemble dans un design fabuleux. Et je me suis dit, mais pour les mathématiques, je ne sais pas comment faire. Donc, j'apprends beaucoup, je m'inspire et c'est pour ça que pour moi, c'est très riche et très précieux d'être là. Pour vous, peut-être moins, peut-être que vous apprenez peut-être moins que moi. Bon, en cherchant tous les facteurs qui pourraient expliquer la dyscalculie, je vous montre quelques exemples de la recherche telle que c'est fait actuellement, en vous pointant aussi des difficultés qu'il y a dans ces recherches. Donc ici, c'est une étude de Kuhl et collègues qui ont mesuré à l'âge de 3 à 6 ans une cohorte d'enfants avec IRM structurel et fonctionnel. Et fonctionnel, ça veut dire que les enfants, ils faisaient rien dans le scanner. Donc, ils étaient juste là en pensant à rien. C'est un peu l'instruction à vous de dire est-ce que je peux penser à rien? Moi, j'y arrive pas, mais peut-être les enfants, ils arrivent. Donc, on appelle ça le resting state. Tout ça dans un scanner IRM qui est assez bruyant. Bon, on pense à rien avec un bruit dans les oreilles. Bon, ça, c'est ce qu'ils ont fait les enfants, et on a mesuré, et on peut voir qu'il y a un réseau d'activité cérébrale qui se met en place, des régions qui interagissent avec l'un et l'autre, qui modulent, qui est en phase. Et 4 ans plus tard, ils ont identifié quelques enfants avec dyscalculie et ils ont construit un groupe témoin avec un développement typique de même taille. Et là, ils ont fait des tests mathématiques, addition, soustraction et tous les autres tests que vous voyez listés ici. Et ils ont regardé, est-ce qu'on peut, dans les mesures fonctionnelles IRM qu'on a mesurées il y a 4 ans, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui expliquerait cette différence entre les deux groupes? Et c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont essayé de classifier, est-ce qu'un enfant est plutôt dyscalculique ou plutôt groupe témoin. Et ils ont trouvé que la fluctuation de l'activité à basse fréquence, donc déjà c'est une mesure, même pour moi c'est pas très fréquent, on ne dit pas très souvent cette mesure d'activité cérébrale. Là, on a une région dans le sillon intra-interpalatal qui pourrait expliquer ou qui pourrait distinguer les deux groupes entre eux. Une deuxième base sur laquelle ils peuvent distinguer les deux groupes d'enfants, c'est la connectivité entre un voxel, donc un voxel c'est un petit cube dans le cerveau, un pixel en 3D, et toutes les autres. Donc à la base de la connectivité de ces
régions marquées en jaune ici, ils disent, bon, là, cette conductivité, elle est différente dans la groupe de dyscalculie par rapport à la groupe témoin. Mais problème avec ce type d'étude, vous voyez le N égale à 15. Alors moi, je reste un peu sceptique à ça se généralise sur toute la population des enfants avec des troubles dyscalculiques. C'est mon point de vue, mais là, on joue beaucoup sur les données dans plusieurs dimensions et je dis, la fluctuation de l'activité à basse fréquence, je vois rarement ça. Bon, ok, mais ils ont trouvé quelque chose, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Je reste dubitatif à cause de petites n qu'on a. Deuxième étude, ils ont mesuré des enfants à 9 ans, 68, 30 dyscalculiques, 38 contrôles, avec cette fois-ci une tâche arithmétique, des additions, une tâche de matching, il faut associer des quantités avec des nombres, et une tâche de mémoire de travail visuospatial. Et là, ils ont trouvé, comme différence entre les deux groupes, une petite région, quelques petites régions qu'on voit ici, où la groupe de contrôle a plus d'activité que le groupe dyscalculique. Mais globalement, ce qu'ils ont trouvé, et sur ce qu'ils insistent beaucoup là-dessus, c'est qu'ils ont beaucoup de régions dans le cerveau qui sont absolument pareilles entre les deux groupes. Donc tout ce qu'ils ont essayé là, ça ne marche pas, on ne trouve pas simplement des difficultés, des différences entre les deux groupes. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut démontrer les mêmes données de deux façons différentes. À gauche, c'est une étude de Smet et Gilmore qui ont classifié les enfants soit en mathematical learning difficulties, donc dyscalculie, ou soit en groupe témoin, développement plutôt normal. Et ils ont trouvé que cette groupe de dyscalculique, elle a des réactions de temps de réaction plus élevées dans une tâche mathématique. Holloway et Ansari ont repris les mêmes données. Ils montrent que ce n'est pas des catégories. Ce qu'on voit là, c'est un continuum des enfants qui ont plus ou moins de mal de répondre à cette tâche. Donc cette idée de catégorie, elle est difficile face à ces données-là. Donc c'est vraiment la question où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on sépare les deux groupes. Ce n'est pas trivial. Et finalement, si on cherche des facteurs qui sont communs à plusieurs domaines, donc des facteurs domaines généraux, il y a des chercheurs qui ont mesuré ces facteurs, donc intelligence, mémoire de travail, attention, inhibition, exécutif. Ils ont séparé la groupe de dyscalculique du reste de la population. Ils ont regardé est-ce qu'on peut retrouver ces groupes à la base des mesures qu'on a testées, donc leur profil cognitif. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que non, on ne peut pas. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui distingue les deux groupes. Donc c'est un peu ça la difficulté qu'on a. On essaye de tester plusieurs hypothèses, neuronales ou comportementales, on ne trouve pas, et souvent avec des groupes d'enfants qui sont très petits. Ici, je vous montre un peu notre idée de ce qui est les compétences mathématiques, parce que nous, on pense qu'il y a au moins deux réseaux corticaux qui sont impliqués. Un réseau en rouge, ici, qui implique plusieurs régions dans le cerveau, qui est plutôt occupé par traiter les quantités, et un autre réseau qui s'occupe plutôt de la mémorisation des faits arithmétiques. Et rien en définissant et en retrouvant les deux réseaux très larges et très riches, parce que vous voyez toutes les régions qui sont impliquées, que je ne vais pas épeler là, rien avec ces deux réseaux, on peut se dire que il y a peut-être plusieurs profils. Peut-être il y a des enfants qui ont un déficit dans un réseau plutôt dans l'autre, donc un déficit dans le réseau de recherche des faits, de quantité, ou les deux, très peu chanceux, ou peut-être entre les deux, ce qui peut être
peut-être est lié à ce que va présenter Marie-Pascale Noël, la mobilisation de mémoire lorsqu'on fait des calculs et l'interférence que peut y avoir. Et donc, pour conclure, pour l'instant, notre domaine est un peu... on se réveille, on se rend compte que les modèles unifactoriels, unidimensionnels, ils ne sont pas très capables d'expliquer tout ce qu'on voit, toute la richesse des données, toute la richesse des profils, et surtout pas des comorbidités. Donc, des approches simplistes unifactorielles ne représentent pas des pistes prometteurs. Il faut reconnaître que la dyscalculie résulte des facteurs multiples. Et donc, la diagnostic et intervention doivent refléter ces facteurs, spécifiques à un domaine et non spécifiques au domaine. Et pour la recherche, pour moi, c'est les implications suivantes. Il faut des études multicentriques. Ce n'est pas possible qu'un labo tout seul puisse mener ces études-là avec un grand nombre d'étudiants, de participants, de sujets. Il faut des études qui englobent plusieurs domaines, donc lecture, mathématiques et d'autres, pour trouver vraiment où est-ce qu'on voit la source des comorbidités. Et pour les études d'intervention, il faut des études randomisées pour évaluer l'efficacité d'une approche thérapeutique, encore une fois, avec un grand nombre de sujets. Merci pour votre attention.